On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Sur le papier, c'est une histoire exotique que je vais vous raconter. Exotique parce que le crime se déroule sur l'île de Saint-Martin dans les Antilles. Sauf qu'elle met en scène un tueur en série. Un type qui a tué au moins 5 personnes et peut-être 10, voire 17. Il s'agit de l'enquête sur l'assassinat en 2006 d'une jeune Française qui s'appelait Angélique Chauviré. Pour le débrief, je ferai appel à maître Sandra Chirac-Colaric, avocate de la partie civile dans cette affaire. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. En théorie, cette histoire se déroule au paradis. L'île de Saint-Martin, l'une des perles de la Caraïbe. C'est une île rigolote, Saint-Martin, car figurez-vous qu'elle est à moitié française et à moitié hollandaise. 2 propriétaires pour un confetti de 95 km². Rassurez-vous, il n'y a pas de poste frontière. Ça va, ça vient des 2 côtés. Mais il y a bien 2 pays, et donc 2 polices. Et ça va être la plaie de cette histoire. D'autant que derrière les cocotiers et les plages de sable fin, Saint-Martin n'est pas vraiment un paradis. C'est pas Chicago non plus, mais quand même. Au moment où débute cette histoire, il y a eu l'année précédente 17 meurtres à Saint-Martin. 17 meurtres pour 75 000 habitants. Le paradis, qu'il disait. Cette histoire débute en mai 2006, au moment où Yves et René Chauviré, 2 retraités, débarquent à l'aéroport de Saint-Martin en provenance du Maine-et-Loire. Ils ne viennent pas se dorer la pilule. Enfin, pas seulement. Ils viennent voir leur fille, Angélique, 30 ans, qui vit là depuis 7 ans et une traversée de l'Atlantique à la voile. Ils ne l'ont pas vue depuis 4 ans. Et en plus, c'est la fête des mères. Et donc, bisous, bisous, comment ça va ma chérie? T'as de belles couleurs, mais qu'est-ce qui fait chaud ici? Etc., etc. Je vous ai pris un appart près de la mer, avec une terrasse, tout ça, que vous preniez un peu de bon temps, quoi. On rassure-toi. On va profiter, mais bon, on est quand même venu ici pour te voir. Ah, mais j'ai pris quelques jours de congé pour vous faire visiter l'île. On va se voir tout le temps. Quatre jours plus tard, Angélique et ses parents ont rendez-vous pour déjeuner dans un restaurant en port de mer. Ça papote, et au dessert, avec cette chaleur, les parents annoncent qu'ils vont faire une petite sieste. Ah ben ça tombe bien, j'ai une course à faire. On se retrouve ce soir, comme on a dit, à Grand Case, chez mon pote David que je vous ai présenté avant-hier. On dînera tous ensemble. Allez, bisous. Bonne sieste. Angélique monte dans sa voiture et en route, elle appelle le fameux copain David. Oui, comme je t'ai dit, je serai avec mes parents, Ça t'embête pas? Ah mais non, au contraire. À tout à l'heure, Angie. À tout à l'heure, salut. À partir de ce moment-là, Angélique disparaît. Et les premiers à s'en apercevoir, forcément, ce sont les parents et son pote David. Enfin, qu'est-ce qu'elle fiche? Elle devrait être là depuis 1 heure. Tu l'as rappelé? Mais je fais que ça sonne dans le vide. Je laisse à chaque fois un message, elle ne rappelle pas. Et voilà quoi. Ils dînent, ils l'attendent toute la soirée. Et elle ne vient pas.
Quand le soleil se lève, le lendemain matin, les parents n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Et la première chose qu'ils font, c'est d'appeler les amis d'Angélique. Ça lui ressemble pas du tout, ça. Mais bon, j'ai strictement aucune idée de là où elle peut être. Les amis envisagent alors un accident de voiture. Alors ils appellent les urgences de l'hôpital, elle n'y est pas. Et puis c'est la patronne d'Angélique qui appelle, une boutique de bijoux. Angélique y est vendeuse. Elle n'était pas là ce matin à l'ouverture, elle n'a pas prévenu. C'est quand même surprenant de sa part, hein, parce que c'est une fille sérieuse, hein, Angélique. Les parents savent ça, qu'elle est sérieuse. Et ça les inquiète d'autant plus. Heureusement, ils ne sont pas tout seuls. Les amis d'Angélique se mobilisent. Bon, je propose qu'on se sépare en petits groupes et qu'on balise toute l'île. On devrait au moins retrouver sa voiture. Ils ne trouvent rien. Et maintenant, ça fait 24 heures qu'elle a disparu. Je connais un journaliste au Pélican. On peut peut-être lui demander de faire passer un avis de recherche. Il y a forcément quelqu'un qui l'a vu. Le Pélican, c'est le petit journal francophone de Saint-Martin. Il publie une photo et la description complète d'Angélique, 30 ans, 1,80 m, les yeux bleus, les cheveux châtain clair, et wait and see. Là-dessus, les amis finissent par retrouver la voiture, dans un coin paumé, côté français de l'île. Mais alors, ce qui est inquiétant, c'est que elle a été accidentée, cette voiture. Elle est complètement cabossée. Et c'était pas le cas avant, parce que moi j'ai vu Angélique la veille de sa disparition. Sa voiture était impeccable. Et puis j'ai trouvé que les sièges étaient très reculés. Bon, elle est grande, hein, Angélique, mais quand même pas à ce point-là. Ça, franchement, je trouve ça très inquiétant. C'est comme si quelqu'un d'autre avait conduit sa voiture, quoi. Et c'est là que les parents décident d'aller voir les gendarmes. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les gendarmes ne prennent pas du tout l'affaire à la légère. Parce qu'ils savent, eux, que derrière la carte postale, Saint-Martin est une île moyennement cool. Ils inspectent la voiture de fond en comble, rien. Alors ils vont chez elle. Il n'y a rien de particulier, hein. Il n'y a pas eu de bagarre ici, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de vol, j'ai l'impression. RS, quoi. Bon, écoute, on va faire passer les éléments qu'on a à nos amis hollandais. Et puis on va voir, quoi. Le lendemain, le corps d'une jeune femme est retrouvé par des randonneurs près de la plage de Down Beach, dans la partie néerlandaise de l'île. Les policiers néerlandais vont sur place et ils découvrent le cadavre, à moitié nu. Oh mon Dieu, elle a été massacrée, hein. Elle a le crâne défoncé et toute la partie gauche du visage est embouillée. On a dû utiliser la grosse pierre qui est là, non? Probablement. La pierre est collée à sa tête. Mais c'est pas tout. Mais qui a pu faire un truc pareil? La violer comme ça? On l'a violée avec une branche d'arbre qui est plantée dans son sexe. Elle est terrible, cette scène de crime. Le carnage sur le visage, la branche. Celui qui a fait ça est un sacré taré. Les policiers néerlandais, bien sûr, préviennent tout de suite leurs homologues français. Le corps correspond aux éléments que vous nous avez transmis concernant cette jeune Française qui a disparu, Angélique Chauvire, c'est ça? Chauviré. Angélique Chauviré.
Et c'est là que s'installe l'une des difficultés de l'enquête qui commence. Angélique, si c'est elle, mais c'est elle, a été tuée côté néerlandais de l'île. C'est donc la police néerlandaise qui va mener l'enquête, sous l'autorité de la justice néerlandaise. Les gendarmes français, pour l'instant, vont se taper le sale boulot. Aller annoncer la nouvelle aux parents qui étaient venus 15 jours du Maine-et-Loire pour voir leur fille chérie. Elle a été assassinée. Assez vite, les policiers néerlandais établissent qu'au moment de sa disparition, Angélique avait sur elle une grosse somme d'argent liquide. Presque disent les amis, elle avait retiré 1 000 € le matin même pour payer la location de l'appartement où logeaient ses parents. Et ces 1 000 € ont disparu. Ce qui ouvre un mobile. On la vole, elle se défend, on la tue. Sauf qu'on n'a pas fait que la tuer, on l'a massacrée à coups de pierre. Et puis il y a cette branche plantée dans son sexe. Quel rapport avec les 1 000 €? D'autant qu'il y a une autre piste, à laquelle les policiers néerlandais et les gendarmes français aussi d'ailleurs, pensent tout de suite. La drogue. Saint-Martin est une plaque tournante pour le trafic de cocaïne, une étape entre l'Amérique centrale et l'Europe. Était-elle en lien avec la mafia de la coke? Les copains pensent que non, mais ça reste une piste. 17 morts par an sur l'île de Saint-Martin. Ça vient souvent de là, de la dope. En attendant, cette affaire secoue beaucoup les habitants de Saint-Martin. Une semaine après la découverte du corps, ils organisent une marche blanche, un hommage à Angélique. Mais pas que. Une manifestation de colère aussi, face à la violence qui gangrène Saint-Martin. Il faut que les autorités comprennent qu'on n'en peut plus de tout ça. Il y a tout pour être heureux ici. Et la mafia de la drogue qui sévit dans l'île pourrit la vie de tout le monde. Le corps d'Angélique est rapatrié en métropole et elle est inhumée dans son village de Gesté, dans le Maine-et-Loire. Pendant ce temps-là, à Saint-Martin, la police néerlandaise poursuit son enquête, avec le soutien de la gendarmerie française, bien sûr. C'est quand même côté français que la disparition d'Angélique a été signalée. Les Français sont notamment chargés d'entendre les amis et de reconstituer avec eux l'emploi du temps d'Angélique dans les heures qui précèdent sa disparition. Est-ce qu'à votre connaissance, elle avait des liens avec les milieux de la drogue, ici, à Saint-Martin? Angélique? Pas du tout. Est-ce qu'il est possible qu'une partie de ses relations ici à Saint-Martin ne soit pas connue de vous? Des choses qu'elle vous aurait cachées, quoi. Je crois pas. Mais bon, Angie, c'était une fille très sociable. Elle parlait à tout le monde. Alors je peux pas vous jurer qu'elle connaissait pas des gens qui gravitent dans ce milieu, mais ça m'étonnerait quand même. À part ça, il y a un élément à exploiter. L'appel téléphonique qu'elle passe à son copain David juste après avoir quitté ses parents pour ce rendez-vous dont elle n'a rien dit. Bon, elle a appelé son copain David à 14h33. D'après lui, la conversation a porté sur le dîner du soir avec les parents. Rien de plus. Au moment de l'appel, son téléphone a borné ici, tout près de la frontière néerlandaise, sur la commune de Cartier d'Orléans. Cartier d'Orléans, c'est un village de 5000 habitants sur la Nationale 7, la principale route de Saint-Martin. Un taux de chômage de 35%, près de 50% chez les jeunes. Est-ce que quelqu'un a vu Angélique là-bas,
le jour de sa disparition. Moi, je l'ai vu, en début d'après-midi, discuter avec un groupe de jeunes, sous ces tables là-bas. C'est un endroit où les gamins d'ici se donnent rendez-vous. Il était quelle heure, vous vous souvenez? Aux alentours de 2h30, je dirais. Les gendarmes retournent voir les amis. À votre connaissance, elle fréquentait les jeunes de ce village? Je vous l'ai déjà dit. Angélique, elle parlait à plein de gens ici, pas qu'aux expatriés de la métropole. Donc c'est pas normal qu'on l'ait vue à Quartier d'Orléans. J'ai envie de dire, quand on connaissait Angie et l'intérêt qu'elle avait pour les gens d'ici, c'est normal, quoi. Retour à Quartier d'Orléans, car d'autres habitants du village l'ont vue. Oh, moi je l'ai vu partir au volant de la voiture. J'ai quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Elle avait l'air de suivre une autre voiture. Ah, intéressant. De quelle marque, vous vous souvenez? Une Jeep. C'est un homme, il la conduisait. Vous l'avez vu, cet homme? Ah non, je le connais pas. Une Jeep? C'est une chance, c'est pas si courant à Saint-Martin. Les gendarmes se penchent sur le fichier des cartes grises. J'ai peut-être quelqu'un. Un gars qui s'appelle Catron Fortune, 29 ans, originaire de l'île de la Grenade. Ça fait quelque temps qu'il est établi ici et d'après mes informations, il fréquente pas mal le quartier d'Orléans. Il a une Jeep et il est très connu là-bas. Connu comment? Connu comme le loup blanc, j'ai envie de dire. Bon, d'abord, physiquement, il passe pas inaperçu, hein, c'est une armoire à glace. Et puis, d'après ce qu'on me dit, c'est un gros fêtard, le genre de type qui loupe pas une soirée. Une grande gueule, pour résumer, assez populaire dans le coin. Les gens, en général, l'appellent par son surnom, Cucci. Enfin, une piste qui tient la route. D'autant plus que d'après des habitants de Quartier d'Orléans, ils connaissaient Angélique depuis quelques mois. On les a vus dans les mêmes soirées. Ils n'étaient pas amis et encore moins amants, mais ils se connaissaient. Et, cerise sur le gâteau, bon, j'ai eu des collègues néerlandais. Figure-toi que ce Catron Fortune a un casier judiciaire. Et il vient de sortir de prison pour, écoute bien, attaque à main armée, détention d'armes à feu et extorsion de fonds. Ah oui, c'est peu dire qu'il a le profil. Les gendarmes français voudraient bien l'arrêter, bien sûr, et l'interroger. Sauf que je vous l'ai dit, ce sont les Néerlandais qui mènent cette enquête. Il n'y a qu'eux qui peuvent l'interpeller, surtout s'ils crèchent de leur côté de l'île. Et c'est là que cette enquête commence à patauger, à cause de cette mauvaise communication entre la justice hollandaise et la justice française. Il existe un système de coopération judiciaire, mais il est long à mettre en route, beaucoup trop long. Et donc on a un suspect sérieux, mais pour l'instant, il va à la plage. Bon, il y a du nouveau. Les Hollandais viennent enfin d'arrêter Catron Fortune. Mais dans une autre affaire. Pas piquer des hannetons, celle-là non plus. Bon, d'après ce qu'ils m'ont dit, il serait impliqué dans le meurtre d'un certain Erwin Margaritin. 22 ans, un jeune d'ici, dont le corps a été retrouvé criblé de balles sur un terrain vague. Et le mobile? Ils ont une idée? La drogue? Non, pas sûr. Il se serait contenté de lui voler une paire de baskets et une chaîne en or. Et ça s'est passé quand, ça? 3 semaines avant le meurtre d'Angélique Chauviret. Les gendarmes sont maintenant quasi certains que c'est lui qui, 3 semaines plus tard, a tué Angélique. Ils rêveraient de le placer en garde à vue et de l'interroger. Mais ça n'est pas d'actualité. D'autant plus que les Hollandais viennent de lui coller un autre meurtre.
Début 2007, Catron Fortune est reconnu coupable du meurtre d'Erwin Margaritine par la justice néerlandaise. Il est condamné à 21 ans de prison. Mais ça ne fait pas avancer notre affaire. Les Hollandais ne veulent toujours pas le livrer à la justice française. Et pourtant, les gendarmes français les relancent. Est-ce que vous pourriez faire des prélèvements sur la pierre qui a servi à tuer Mademoiselle Chauvirey? Il y a possiblement un ADN dessus. Peut-être que c'est celui de Catron Fortune. Ah, mais le problème, c'est que nous n'avons pas saisi la pierre, hein. Elle ne figure pas parmi les scellés, je suis désolé, nous n'allons pas pouvoir répondre favorablement à votre requête, hein. Ils n'ont pas saisi la pierre qui a servi à tuer Angélique. Mais c'est dingue! Ils l'auraient sans doute fait si la victime était néerlandaise. Une Française, ils n'ont pas jugé utile de le faire. C'est fou! La solidarité européenne, c'est pas pour demain. Et les mois s'écoulent, pendant lesquels les Français n'ont toujours pas accès au principal suspect du meurtre d'Angélique, alors qu'il est là, à quelques kilomètres, à la prison de Pointe-Blanche. Jusqu'à ce que finalement, en mars 2008, c'est-à-dire presque 2 ans après le meurtre, un juge français soit enfin autorisé à aller l'interroger, avec un résultat décevant. De quoi vous m'accusez là ? Parce que j'ai été condamné pour un meurtre, vous voulez me coller tous les meurtres de la région? J'y suis pour rien, moi. Dans l'assassinat de cette fille, j'ai rien fait. Et comme les gendarmes n'ont aucune preuve à lui coller sous le nez, eh bien, ma foi, cet interrogatoire tant attendu n'a servi à rien. Impossible de le mettre en examen. D'autant que côté néerlandais, l'enquête n'avance pas non plus. Il s'agit d'un chef de gang. Les gens ont peur. Quand on les interroge, ils ne veulent rien nous dire. La peur des représailles, vous comprenez? Et les mois s'écoulent encore, jusqu'à ce que fin 2009, la justice néerlandaise décide de classer le dossier. Vous avez bien entendu, les juges bataves renoncent à identifier l'auteur du meurtre d'Angélique, alors qu'ils ont un suspect en prison. C'est fou, mais c'est comme ça. Mais allez savoir si ça n'est pas une chance pour cette enquête. Car la justice française, elle, est toujours sur le coup. Et elle vient d'obtenir que le dossier d'enquête des policiers hollandais lui soit transmis. Côté français, donc, l'enquête continue. À partir de 2010, les langues commencent à se délier au quartier d'Orléans. Les gens commencent à parler. Ah, moi, Cucci, je l'ai entendu dire qu'il avait tué des gens. Hein. J'en ai même vanté plusieurs fois. Et même une fois, il m'a parlé qu'il avait tué cette fille. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il l'aurait tuée? Oh, bah parce qu'elle savait des choses sur lui. Ah bon, quel genre de choses? Eh bien, par exemple, que 2 gars de la bande de Cucci avaient bizarrement disparu. Et elle s'en était aperçue. Il l'aurait tué pour ça. Bah voilà, c'est ça. Sauf que ce sont des allégations sans preuve. Les gendarmes interrogent alors le frère de Cucci, Chico. C'est vrai, elle avait compris comment enfin il avait éliminé 2 de ses complices. Et lui, il devait le savoir, quoi. Il l'a peut-être tué pour qu'elle se taise, hein. Si son propre frère le pense, alors, c'est que c'est du sérieux. Et ça fait 2 meurtres de plus, au passage. 2, plus 1, plus 1, plus 1, ça fait donc au moins 5 meurtres, attribués au même Cucci, qui serait donc un tueur en série. D'autant que les gendarmes pensent qu'il a pu tuer jusqu'à 17 personnes. Bref,
Après de trop longues années d'enquête, le juge d'instruction français considère qu'il a assez d'éléments pour mettre Catherine Fortune en examen pour acte de torture et assassinat sur la personne d'Angélique Chauviret. 9 ans, 9 longues années que la famille d'Angélique attendait ça. Mais lui, devant le juge, est-ce qu'il avoue? Tu parles? Je reconnais que je la connaissais. Je l'ai croisée dans des soirées, ça c'est vrai. Mais c'est tout. Pourquoi voulez-vous que je l'ai tuée? La suite est à peine croyable. Tandis que l'instruction française se poursuit, en janvier 2016, Catherine Fortune est extrait de sa prison de Pointe-Blanche, côté néerlandais, pour une visite médicale. Et le fourgon pénitentiaire tombe dans une embuscade. Ta 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 ta. Et badaboum, il s'évade. Le chef de gang a toujours des amis. Et bien sûr, on ne le retrouve pas. Enfin, pas tout de suite. Il faut 1 an et demi pour le localiser à Saint-Kitts-et-Nevis, une île située à 300 km au sud de Saint-Martin. Son arrestation est musclée. Mais ouf, le voilà de retour en prison. On va pouvoir le juger. Enfin peut-être, car le 6 septembre 2017, l'ouragan Irma ravage les Antilles. À Saint-Martin, il fait 10 morts. Et la prison de Pointe-Blanche a été ravagée par l'ouragan. 250 détenus ont profité pour s'évader. mais c'est pas vrai. Il s'est quand même pas encore évadé. La réponse est non. Ouf! La plupart des prisonniers ont pris la poudre d'escampette, mais pas lui. Conscient que ça s'est joué à pas grand-chose, les autorités néerlandaises décident alors de le transférer dans une prison de haute sécurité aux Pays-Bas. Le procès de Catherine Fortune s'ouvre enfin en octobre 2020 devant la cour d'assises de Basse-Terre en Guadeloupe. Sauf qu'il n'est pas là. Il est toujours dans sa prison en Hollande. Il sera donc jugé par contumace. Et les parents d'Angélique non plus ne sont pas là. À cause de ce fichu Covid, on ne les a pas laissés venir en Guadeloupe. Ils vont suivre le procès en visioconférence depuis le tribunal d'Angers. Donc pas d'accusés, pas de partie civile et pas non plus de journalistes. Toujours à cause du Covid. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et moi du coup, je peux pas vous le raconter, ce procès. Je peux vous dire qu'à la fin, l'avocat général requiert 30 ans de réclusion criminelle et que finalement, Catherine Fortune est reconnue coupable de l'assassinat d'Angélique et condamnée à 30 ans. Et les autres meurtres? Les Hollandais pensent qu'il a tué au moins 10 personnes de plus. Sera-t-il jugé pour ça? Au regard du déroulé de cette affaire, on peut en douter. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur l'assassinat d'Angélique Chauviret en 2006 sur l'île de Saint-Martin dans les Caraïbes, tué par un certain Catherine Fortune, un chef de gang condamné pour d'autres meurtres et qui serait donc un tueur en série. Histoire que je débriefe avec vous, maître Sandra Chirac-Collary. Vous êtes avocate au barreau de Paris aujourd'hui, mais vous exerciez à l'époque au barreau d'Angers et vous avez défendu dans ce dossier les intérêts de la famille d'Angélique Chauviret. Parlons tout de suite de ce procès bizarre. Vous êtes où, vous, pour ce procès? À Angers, je suppose. Eh bien non, nous sommes sur place en Guadeloupe devant cette cour d'assises qui est composée effectivement de manière inhabituelle, à savoir que normalement une cour d'assises classique est composée de jurys populaires tirés au sort qui vont composer cette cour d'assises. Mais comme on est sur une autre modalité, à savoir une absence de l'accusé, eh bien je me retrouve devant 3 juges professionnels qui vont statuer sur cette affaire. Ça tient debout, ça, sur le plan légal?
Oui, alors on a en fait un jugement qui est rendu ce qu'on appelle un défaut criminel, hein, c'est l'ancien jugement par contumace. Concrètement, ça veut dire que effectivement l'accusé ne pouvant être présent, ce que l'on peut imaginer par notamment ce risque plus qu'élevé d'évasion avec un transfert à haut risque, hein, et je pense que les Pays-Bas ne souhaitent pas prendre ce risque, eh bien nous avons effectivement un accusé qui est absent, qui va être jugé au regard d'un dossier soumis à ces 3 juges professionnels. Donc il y a vous, il y a son avocat peut-être, et puis il y a les 3 magistrats et l'avocat général. Il n'y a pas d'avocat pour lui, il y a les 3 magistrats qui vont le juger, il y a l'avocat général et moi qui notamment rencontrerai mes clients par le biais de la visioconférence, comme vous l'avez indiqué. Donc eux, ils sont à Angers. Quelle frustration! Tout à fait, ça a été compliqué. Après, je pense qu'il aurait été aussi émotionnellement extrêmement dur d'assister à ce procès. Je rappelle que on est en octobre 2020 et qu'on est à 6 mois près, 14 ans après la perte de cet être cher, tous ces événements que vous avez rappelés. Enfin, on est sur quelque chose de surréaliste et je m'interroge encore aujourd'hui sur le fait de savoir comment eh bien cette sœur, ses frères, cette maman, puisque le papa d'Angélique nous a quittés depuis, mais comment ces personnes ont pu tenir pour arriver à cette phase de jugement. Donc finalement, le fait d'être aussi à distance était peut-être un moyen de se protéger. Vous ne pensez pas qu'il y a un motif de cassation là? Oh non, il n'y a pas de motif de cassation. Les droits de l'accusé sont complètement évidemment préservés puisque la décision va lui être notifiée. On est encore en attente depuis maintenant 2 années presque. Elle n'a pas été notifiée encore ? Elle n'a pas encore été notifiée puisque tout se passe également en lien avec les Pays-Bas. On est sur une procédure longue, très technique, qui fait que cette décision n'est pas encore officiellement portée à la connaissance de l'intéressé, qui aura le droit soit d'acquiescer, de dire qu'il accepte cette décision, ou bien au contraire d'être rejugé avec un nouvel examen de cette affaire devant la cour d'assises. Donc ces droits sont strictement préservés, bien évidemment. Donc ça n'est peut-être pas fini. Tout à fait. C'est dingue. Quel est, selon vous, le mobile de Catherine Fortune dans cette affaire ? Écoutez, je reste intimement convaincue que malheureusement Angélique s'est trouvée alors au mauvais endroit au mauvais moment, en tous les cas qu'elle avait eu connaissance d'informations sur la disparition de ces 2 jeunes hommes qui étaient en fait des personnes qui constituaient le gang de ce fameux Kuchi et qu'elle avait des informations très probablement sur la disparition de ces 2 jeunes hommes et qu'il fallait par définition la faire taire, ne pas prendre le risque qu'elle parle. Et au regard de la personnalité de ce fameux Kuchi et de la dangerosité extrême dont il a pu faire preuve, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, toute personne qui le dérange dans l'évolution de ses activités eh bien, doit disparaître. Et c'était la femme à abattre, Angélique. Pendant toute la procédure, il a nié. Et donc au procès, comme on ne peut pas l'interroger, j'arrive pas à me faire cette idée qu'on n'ait pas pu l'extrader vers la Guadeloupe éventuellement, mais on aurait pu dépayser aussi le procès à Angers, quoi. Alors, pour pouvoir lui poser des questions. Ah, mais je peux vous dire que c'est effectivement une frustration. En même temps, est-ce que la famille d'Angélique attend encore quoi que ce soit aujourd'hui de cet individu ? Probablement pas. Eu égard à l'attitude qu'il a et j'allais dire aux agissements qui ont été les siens, je pense que c'est une personne qui est dénuée par définition de toute humanité et qui n'entend pas apporter la moindre explication. Il a été entendu à 2 reprises dans ce dossier. Vous l'avez précisé en 2008. Il ne lâche rien. Et puis lors de sa mise en examen, c'est la même chose. Je pense qu'il a rien à perdre et que j'attends très très peu de ses explications. Mais encore une fois, ce sera son droit. S'il estime qu'il veut être jugé, il sera rejugé, mais nous serons présents. Du coup, on ne sait pas quel genre de type c'est. On imagine une brute épaisse. Alors physiquement, il est décrit comme ayant effectivement une stature très très imposante, un regard inquiétant. Alors il y a une photo qui est diffusée sur internet de cet individu. Alors c'est pas forcément effectivement une photo prise en vacances, donc on se doute qu'il va pas être très souriant, mais en tous les cas, il est décrit comme quelqu'un de très impressionnant, quelqu'un qui prend de la place, qui sait s'exprimer et qui sait tout simplement donner les ordres, les distribuer. Et j'allais dire que ça a été son rôle principal dans ce gang.
et ces violences extrêmes qui ont été commises avec finalement ces hommes de main. Très précisément, on a pu constater que les deux jeunes hommes qui avaient disparu, précisément, faisaient partie de ce gang, pour dire qu'il est prêt à tout s'il estime qu'il y a des traîtres autour de lui ou qu'une personne gêne. On voit quelle est sa façon de pratiquer. Dans quelles circonstances, à votre connaissance, est-ce qu'Angélique l'a rencontré? Était-elle amie avec lui? Non, au regard des investigations, de ce qu'on a pu retenir de l'enquête sur l'environnement d'Angélique, très probablement c'était une connaissance très récente de quelques mois, mais en tous les cas qui n'appartenait pas à son cercle amical proche. Ça, c'est une certitude. C'est quelqu'un qu'elle a dû croiser au décours de soirée, semble-t-il, et je pense que voilà, la connaissance se fait de cette manière-là, mais en aucun cas un cadre amical et une proximité entre les deux. Il y a de la naïveté de sa part dans la rencontre avec cet homme qui sans doute est basé sur ce projet qu'est là de parler à tout le monde sur cette île et notamment aux autochtones. Angélique était connue pour sa bonté extrême, c'est-à-dire une personne qui était dans l'empathie, qui était aussi dans la curiosité de rencontrer, d'aller à la recherche de l'autre, de découvrir vraiment, encore une fois, différents modes de vie, différentes personnalités. Et je pense effectivement que cette naïveté qu'on pourrait lui attribuer aujourd'hui, elle est liée tout simplement au fait que pour elle, une personne ne peut pas agir de cette manière-là. Elle était la bonté incarnée. Je veux dire, le terme de gentillesse est revenu plusieurs fois dans cette procédure. C'est vraiment ce qui caractérisait cette jeune femme. La branche plantée dans le sexe d'Angélique, toute l'enquête, on se demande pourquoi. Alors après, ce sera du domaine de l'interprétation. Oui, de la supposition. De la supposition, il faut savoir qu'effectivement il est jugé pour meurtre, que la circonstance de viol ou d'acte de torture et de barbarie qui était relevé au début de l'enquête n'a pas été retenu puisqu'on ne peut pas dater chronologiquement l'introduction de ce bâton avant ou après la mort, et que dès lors qu'il y a un questionnement, eh bien effectivement le renvoi a été ordonné du chef de meurtre. Selon moi, on est vraiment sur une scène qui est un acte punitif, et encore une fois, il s'est acharné sur cette jeune femme. Vous l'avez précisé, on est sur des blessures qui ont déformé le visage parce que la boîte crânienne est littéralement pulvérisée, et l'introduction de cette branche, elle l'est faite de manière, encore une fois, surréaliste, c'est-à-dire qu'on est sur une profondeur de 37 cm. Il vient perforer la cage thoracique pour vous dire la haine et la fureur qui est la sienne au moment où il procède à ses agissements sur le corps d'Angélique Chauviré. Du coup, on trouve là un des éléments assez caractéristiques des tueurs en série, c'est-à-dire quelque chose de très pervers, j'ai envie de dire de pervers pathologique. Ou alors c'est juste un abruti qui commet un geste comme ça, quoi. Il est extrêmement compliqué de comprendre son fonctionnement, sa structure, personnalité. Oui, en tous les cas, il y a un dénominateur commun en tous les cas, c'est que on note une extrême violence, c'est vraiment comme ça qu'il est décrit, et j'allais dire que les dégâts occasionnés sur le corps d'Angélique sont le signe de ce qu'il a pu être capable de faire. C'est difficilement qualifiable en termes de gravité dans l'échelle de l'horreur. Alors on lui prête d'autres meurtres, donc les Néerlandais parlent de 10 de plus, les Français de 17 au total. Au moment du procès, il y a une liste, on en parle de ça ou pas? Alors nécessairement, la disparition des deux hommes en novembre 2005 et en mars 2006, c'est très présent puisque précisément ce sont des informations dont plusieurs témoins vont dire qu'Angélique avait connaissance des circonstances de cette disparition. Donc oui, on en parle. Maintenant, ce sont des affaires qui ne se sont pas jugées de manière simultanée. La seule chose qui est certaine, c'est effectivement que au moment de l'enquête, on est en septembre 2007, il est condamné pour meurtre sur ce jeune homme Erwin Margarita pour 21 ans. C'est d'ailleurs ce qui va permettre un petit peu de commencer à délier les langues, parce qu'encore une fois, c'est une omerta qui règne sur cette île, tellement cet homme fait peur. Après, il a été question également donc du meurtre donc de ces deux jeunes hommes, à savoir peut-être une condamnation qui sera intervenue en 2022 devant la cour d'assises de Guadeloupe, mais je n'ai pas moi d'éléments particuliers, mais j'ai vu de la presse passer à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'on est effectivement sur des affaires qui se mettent un petit peu en parallèle, mais qui ne sont pas jugées en même temps, pour avoir une appréciation globale de la situation.
Est-ce que pour terminer, on peut dire un peu de mal de la coopération judiciaire européenne ? Alors dire du mal, c'est pas de mon fait, c'est pas de mon rôle, j'allais dire, de le faire. Ce que je peux faire, c'est peut-être relayer effectivement le désarroi de cette famille qui est passée par tous les stades, c'est-à-dire de l'espoir, de la désillusion, de l'effroi. Vous avez rappelé, c'est un calvaire judiciaire qu'ils ont vécu. Et il est vrai que aujourd'hui, c'est un petit peu la sidération, encore aujourd'hui, des années après, lorsque effectivement on constate qu'il faut attendre 4 ans pour obtenir des scellés dans cette affaire, et on sait que la génétique aurait pu nous aider, et quand on constate que cette pierre qui est tout simplement l'arme du crime, c'est-à-dire qu'effectivement on aurait eu un revolver placé à côté, de se dire on ne saisit pas l'arme du crime, je n'ai pas de réponse à ce sujet, c'est juste sidérant, et j'allais dire que c'est aussi quelque chose qu'a dû intégrer cette famille qui était à distance de tout cela, à des milliers de kilomètres. Ça aussi, ça a contribué encore une fois à la douleur qui a été la leur de vivre tout ça de manière éloignée, en même temps très impliquée, parce qu'il faut que justice soit faite pour eux. Tout est sidérant dans cette histoire. Merci beaucoup, maître Sandra Chirac-Kolaric, avocate de la partie civile dans cet incroyable dossier. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.